ce n'est pas... L'angoisse est à la mode, paraît-il. Ce n'est pas une raison pour s'y intéresser, et même c'est au contraire une raison de ne pas s'y intéresser, car personnellement je ne m'intéresse à rien de ce qui est à la mode. Dans l'importance attribuée à l'angoisse aujourd'hui par nos contemporains, je ne vois rien d'autre que frivolité, sujet de conversation et galéjade littéraire. Ce nouveau mal du siècle, ce nouveau mal du nouveau siècle se distingue du précédent, celui du XIXe siècle, par son insupportable ton doctoral et par cette espèce de pédantisme métaphysique qui, venu d'Allemagne, s'est abattu depuis la guerre sur le théâtre, le roman et même l'intéressante vie sexuelle de nos contemporains. Tout cela est tout à fait frivole. Et parmi tant de stylographes passionnés, je reconnais beaucoup plus de trissotins que de vrais anxieux. Je m'excuse de diminuer ainsi ce sujet, mais c'est peut-être pour le réduire à ce qu'il a de vraiment essentiel. Car c'est bien le cas de le dire, ceux qui pérorent et dissertent le plus sur l'angoisse aujourd'hui ne sont nullement les plus angoissés. Et surtout, ce ne sont pas du tout ceux qui l'ont le plus tragiquement éprouvé pendant les 4 années d'épreuve que nous avons vécues et au cours desquelles il pouvait y avoir véritablement une expérience de l'angoisse. Et vice-versa, ceux qui l'ont le mieux connu pendant ces années terribles au cours de ce long cauchemar et qui peut-être auraient le plus de raison d'en parler et le plus de choses à en dire, ne sont ordinairement pas fort loquaces sur ce chapitre. Et c'est même à cette discrétion qu'on les reconnaît, car le propre de la véritable angoisse, Kierkegaard l'avait vu, est d'être muette. L'angoisse qui pérore, l'angoisse qui gazouille et qui babille, comme celle de nos contemporains, est évidemment une plaisanterie littéraire. Les métaphysiciens de l'angoisse littéraire d'aujourd'hui, au cas où ils auraient entendu parler de nos angoisses personnelles par les journaux, pourraient peut-être nous consulter, ou tout au moins consulter les rescapés de l'enfer et de la persécution qui auraient peut-être enfin quelque chose à leur apprendre. Ceci dit, la philosophie n'est pas là nécessairement pour poser des problèmes utiles pour l'expérience immédiate et pour l'action. Et peut-être une de ses vocations est-elle précisément d'étudier des sentiments gratuits, désintéressés et un peu arbitraires, comme celui-là. Si bien que, en faisant la part de l'exagération littéraire, il resterait dans l'angoisse un côté de paradoxologie qui est l'essence même de la philosophie. Ajoutons encore ce point, cette précaution, qui est destinée également à délimiter le problème. La philosophie contemporaine insiste avec raison sur l'impossibilité de séparer un sentiment de son contenu ou, selon le vocabulaire à la mode, de sa visée. La vocation de l'espérance n'est pas d'espérer l'espérance, mais d'espérer la chose de son espoir, d'espérer la res sperata, la chose espérée. La vocation de l'amour n'est pas d'aimer l'amour, mais d'aimer l'aimer, la chose aimée, et ainsi de suite. Alors, dans ces conditions, et cette vérité évidente étant rappelée, que tout sentiment est relatif ainsi à sa chose, il est étrange de constater l'intérêt porté par cette même époque à un sentiment dont le caractère propre, l'essence, est justement de n'avoir aucune matière, d'être en l'air et en soi et dans le vide. On est anxieux ou angoissé sans savoir pourquoi et sans savoir de quoi on est soi-même angoissé. Donc le type même du sentiment qui paraît vide et gratuit. Et à beaucoup d'hommes non métaphysiciens, à ceux qui ne s'interrogent pas sur l'essence de l'être, mais qui se contentent d'être, tout simplement, et qui sont aux prises avec les difficultés d'existence, l'angoisse apparaîtra moins sérieuse que le souci, que l'humble souci de la vie quotidienne. Dans la vie réelle, l'angoisse s'appelle feuille d'impôt, maladie, dette, et ainsi de suite. Disons que le souci, d'abord, est particulier, qu'ensuite il est toujours motivé, que d'autre part, il est au pluriel, qu'il a un caractère accidentel, et enfin, qu'il est toujours relativement curable. Étudions ces différents points qui nous permettront de l'opposer à l'angoisse. D'abord, le souci a un caractère particulier et présent, nominaliste, dirait un philosophe. On peut dire quel il est. On peut mettre le doigt dessus, le désigner. Ce qui n'est pas le cas de l'angoisse, qui a toujours un caractère tellement indéterminé qu'elle fuit devant l'analyse et qu'il est souvent impossible de l'exprimer par le langage lui-même.
C'est cette particularité d'abord qui oppose le souci à l'angoisse. Ensuite, je disais que le souci est motivé, qu'il a une cause. Le souci s'oppose à l'angoisse métaphysique d'abord par sa causalité. Et il est motivé, et si bien motivé, que le nom même qu'il porte, le nom de souci, s'applique à la fois aussi bien au pathos du soucieux, à l'homme soucieux, qu'au motif préoccupant. Quand je dis mes soucis, ce n'est pas simplement mon état à moi, l'état de l'homme soucieux, mais le mot désigne encore les choses qui me rendent soucieux. Mes soucis, c'est-à-dire par exemple les dettes, les maladies, et ainsi de suite. Donc le mot souci s'applique aussi bien au sujet qu'à l'objet. Et c'est pourquoi, sans doute, le souci, par opposition à l'angoisse, est la marque d'une conscience relativement raisonnable, prévoyante, même lorsque ces soucis sont un peu imaginaires. Le fait qu'on peut les désigner est le symptôme d'une conscience raisonnable. De même que vice-versa, la sinécure ou l'insouciance est la marque de l'inconscience et de l'innocence. Et cela est si vrai que pour se guérir de l'angoisse, il y a un remède qui est de convertir, quand on le peut, l'angoisse en souci, de monnayer l'angoisse en souci. Le souci devient en quelque sorte un abcès de fixation qui sert à localiser le mal. Et en effet, un mal localisé comme le souci est préférable à un mal diffus, à un mal filtrant comme l'est l'angoisse. Donc la transformation de l'angoisse en souci est un commencement de guérison de l'angoisse. Pour la même raison, le souci est légion, le souci est au pluriel. S'il y a souci, il y a possibilité de plusieurs soucis. Comme tout ce qui affleure à la surface de l'être et de l'objectivité, le souci tend vers la multiplicité des causes, des raisons, des occasions. Il est dans le cas du scrupule, qui lui aussi est au pluriel. Rien de commun avec le côté brouillardeux, brumeux, diffus de l'angoisse, qu'on appellerait volontiers, ce jour, un souci indéterminé, un souci cotonneux, vaporeux, qui obère l'existence en général. Ensuite, le souci est toujours accidentel. Je veux dire qu'il a un caractère, comme dirait volontiers un biologiste, exogène, ekbiotique, étranger à la vie, allogène, si vous préférez. Le souci évoque l'idée de la concrétion, du corps étranger, qui gêne le mécanisme de la durée, de la futurition, le fait que le présent devient futur, comme une escarbille dans l'œil. Je dirais encore que c'est quelque chose comme l'élément scabreux, qui fait grincer la durée, qui paralyse le devenir, qui empêche l'être devenant de devenir. Sans le souci, l'être de temps que je suis durerait plus normalement, plus doucement, en accomplissant la fonction de l'avenir, la fonction exprimée par l'espérance, la fonction elpidienne. Il y a donc dans le souci quelque chose de contingent, d'adventice, de surajouté et d'étranger à l'essence de la conscience. Et au contraire, le paradoxe de l'angoisse, c'est que cette angoisse qui grève si lourdement mon futur, qui rend la durée si difficultueuse, émane du centre même de l'être. Elle n'a pas quelque chose d'accidentel, comme le souci, mais quelque chose de nécessaire. C'est un embarras du devenir qui ne vient pas d'un obstacle relativement retranchable, facile à éliminer. Non, l'angoisse naît d'une fatalité constitutionnelle. Et pour l'appeler par son nom, je dirais que c'est une tragédie. Parce que c'est la tragédie de celui qui est, par exemple, selon le langage de Schopenhauer, qui est sans savoir pourquoi il est, et qui est sans avoir demandé à être, et qui ne peut pas désigner le point précis où gît cette fatalité. Le rapport est le même, en quelque sorte, entre l'angoisse diffuse et le souci assignable et désignable, que, en morale, entre la mauvaise conscience indéterminée et les remords ou les scrupules déterminés qu'on éprouve à l'occasion d'une telle ou telle action. En effet, la mauvaise conscience semble en général, en tant qu'indéterminée, semble tenir au péché d'être en général, au péché d'exister, si tant est que ce soit un péché, ou tout au moins d'être ce que l'on est, par exemple ce que le christianisme appelle le péché d'origine, et inversement, les remords et les scrupules semblent engendrés, au contraire, par le péché. C'est le péché, cette fois, non pas d'être, mais le péché proprement dit, celui d'avoir fait, ou encore la crainte de devoir faire, quand il s'agit d'un scrupule avant la lettre. Donc, le péché d'avoir commis quelque chose, ou la crainte de devoir commettre quelque chose. Mais c'est toujours un ceci ou cela, quelque chose de désignable. Par conséquent, dans ce dernier cas, il s'agit soit d'un regret vers l'arrière, soit d'une appréhension vers le futur, mais regret ou appréhension d'un acte particulier qui est une faute. Par opposition à la mauvaise conscience en général, qui, elle,
pourrait s'appeler mauvaise conscience substantielle, la mauvaise conscience de la créature finie, imparfaite, du sujet qui se sait métaphysiquement fautif, en quelque sorte, mais fautif de sa faute intelligible, fautif pas parce qu'il a fait ceci ou cela, mais fautif parce qu'il est né, fautif parce qu'il est né dans le péché, comme dit le christianisme, ou comme rappelle Pascal. Donc, fautif avant d'avoir rien fait de mal. Et par exemple, en l'espèce, il a mauvaise conscience, même s'il n'a pas mal agi, parce qu'il sait qu'il y a en lui un principe d'amour-propre, impur, qui enténèbre tout bon mouvement, qui ternit toute initiative, tout premier mouvement, et qui est par exemple la conscience complaisante de bien agir, et qui ternit déjà la valeur de l'acte. C'est la mauvaise conscience d'avoir bonne conscience, qui est la tentation spirituelle proprement dite. Eh bien, cette mauvaise conscience en général, sans avoir rien fait, mauvaise conscience de l'être, et je le répète, avec les scrupules déterminés ou les remords déterminés dans le même rapport que l'angoisse en général avec les soucis particuliers. Dans ces conditions, le problème se déplace un peu. Et il y a une certaine symétrie entre le problème métaphysique de l'angoisse et le problème métaphysico-moral de la mauvaise conscience indéterminée. Le problème métaphysico-moral est le suivant: comment peut-on être responsable avant d'avoir rien fait? Et plus encore, comment peut-on être coupable sans avoir rien fait? Vous avez reconnu là le mystère même du péché d'origine, celui qui est coupable sans avoir fait un ceci ou cela. Et ceci nous fait toucher au grand mystère de l'anthropodicée en général, qui est le mystère de la liberté et le mystère de la culpabilité métaphysique, non pas empirique, mais métaphysique, la culpabilité du coupable innocent, car dans beaucoup de religions et dans une certaine expérience métaphysique du sujet par rapport à lui-même, on peut être coupable tout en étant innocent, et coupable d'être né. Je ne dis pas que ce soit clair, enfin je dis que c'est le grand problème métaphysique de l'anthropodicée. Et je le rappelais pour montrer le rapport, la ressemblance qu'il a avec le problème métaphysique de l'angoisse. En effet, dans ce dernier cas qui nous occupe, on exprimerait ce mystère de la manière suivante: comment le devenir peut-il être enrayé, peut-il être obstrué, non pas par un obstacle étranger, comme le souci, mais comment le devenir est-il enrayé par une difficulté inhérente à sa nature même, à la nature même du devenir, par une difficulté intestine, si on peut ainsi s'exprimer. Ou autrement dit, comment et par quel paradoxe l'être créaturel peut-il impliquer sa propre contradiction? Avoir mauvaise conscience parce qu'il est né, en vertu de quel débat, de quel antagonisme interne? Et ainsi, à l'angoisse morale de la mauvaise conscience, car la mauvaise conscience est une espèce d'angoisse, correspondrait inversement la mauvaise conscience ontologique de l'angoisse, qui sont toutes les deux des formes du grand paradoxe philosophique, mais l'une est une forme du paradoxe, le paradoxe immérité, le paradoxe de l'immérité, et l'autre est plutôt le paradoxe de l'immotivé. Je veux dire que dans le premier cas, c'est le coupable qui n'a pas mérité et qui est pourtant coupable, et le deuxième cas est celui de l'homme qui a une appréhension sans avoir de motif à cette appréhension. L'immérité et l'immotivé sont en somme deux formes d'un seul et même mystère, qui est évidemment un mystère supracausal, mystère métempirique, métaphysique, et qui est en somme le grand paradoxe philosophique, inutile et gratuit, puisqu'après tout, la philosophie est là pour problématiser ce qui en soi ne fait pas problème. Rappelez-vous cet appendice de Schopenhauer au monde comme volonté et représentation, où Schopenhauer nous montre l'étonnement philosophique soulevant des problèmes qui ne sont pas faits pour être posés par l'homme comme problèmes. Eh bien, ils s'expriment et ils se vivent en eux-mêmes dans l'angoisse, dans ce sentiment inutile et gratuit qu'est l'angoisse. C'est donc sur ce point qu'il nous faut maintenant insister, je veux dire, le côté non motivé de ce sentiment. La marque d'un sentiment est tellement immotivé qu'on peut se demander si l'angoisse est vraiment un sentiment, car l'idée même du sentiment exprime quelque chose qui est vécu empiriquement, qui a des dimensions empiriques et dont relativement on peut retrouver ou assigner des causes. La marque du sentiment ordinaire, empirique et strictement psychologique est justement sa motivation. Je ne dis pas que cette motivation soit forcément raisonnable. Le motif peut être insignifiant, frivole, comme il peut être grave et fondé. Il peut être imaginaire, comme il peut être raisonnable. Le motif peut être précis, ou bien au contraire, passionnel, inavouable, affectif, comme un mobile, par exemple. Mais, dans les deux cas, la motivation exprime que le sentiment
essaye de se justifier par rapport à lui-même, qu'il n'est pas indépendant de toute causalité. Cette causalité fut-elle non pas un déterminisme biologico-physiologique, comme pour l'excitant, mais une détermination interne, par l'intelligence, par l'être émotionnel, par des valeurs ou par des préférences. Ceci est donc commun aux soucis et aux scrupules. Le souci dont nous avons montré qu'il est à la fois l'état subjectif du soucieux et en même temps le motif lui-même. Et en effet, si infondé qu'il soit, ou si disproportionné à son objet, comme cela arrive si souvent, le souci, comme la crainte, désigne toujours un redoutable, n'est-ce pas? On redoute un redoutable, même si ce redoutable n'est pas objectivement redoutable. C'est ce que Platon montre, quelque part, quand il parle du rapport de courage ou de la lâcheté avec le deinon, la chose redoutable, le danger. Même, je le répète, si ce redoutable n'est pas redoutable en soi. Donc, à moins d'être folle, une crainte exprime toujours son rapport à cette cause. Eh bien, l'angoisse est la façon qu'a un homme sain d'esprit d'être dément, c'est-à-dire d'avoir peur sans cause. On peut se représenter l'angoisse en quelque sorte comme une peur à la limite, comme une crainte à la limite, en la pensant à partir de la crainte ou du souci, c'est-à-dire dans le langage de l'empirie motivée. L'angoisse est un souci sans cause préoccupante particulière. Par conséquent, ce n'est pas un souci du tout. C'est pour faire comprendre que je dis, c'est un souci qui n'aurait pas de cause. Prenez un souci, supprimez ses causes, et à la limite, vous aurez l'angoisse. Prenez une peur, une crainte, et supprimez le redoutable, vous aurez quelque chose comme l'angoisse. C'est donc une peur sans motif, donc ce n'est pas une peur. Ou plutôt, c'est une peur qui n'a pas particulièrement peur, car une peur qui n'a peur de rien n'est une peur que métaphoriquement. Tels sont ces états indéterminés, indéfinissables, de malaise, qui tiennent à l'intuition d'un je ne sais quoi, et dont le sujet ne s'explique pas lui-même les raisons, comme un spleen sans raison. D'avoir peur sans motif. D'avoir peur de la peur. D'avoir peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, et je désigne par ces mots la peur vide, est quelque chose comme l'angoisse et la peur qui est métaphysique et qui est en l'air. De même qu'il peut y avoir un amour de l'amour, dans lequel l'amour n'a pas d'objet direct, de même, il y a une peur sans matière, en quelque sorte vide, et c'est à elle que nous donnerions le nom d'angoisse. Et peut-être même, au-delà de cette peur de la peur, on pourrait concevoir encore une angoisse plus impalpable si possible, qui serait une peur de l'angoisse elle-même, qui serait donc une peur à la troisième puissance, et à laquelle on pourrait peut-être, puisque les deux mots existent en français, réserver le nom d'anxiété. Ainsi, la peur, qui est empirique, la peur de la peur, qui serait l'angoisse, et puis une peur de cette peur de la peur, et qui serait l'anxiété. Et voilà donc, en impalpabilité croissante, les différents échelons d'une peur de plus en plus métaphysique, si on peut dire. Seulement, le sujet n'aime pas à reconnaître qu'il a peur sans raison. Et il considère que tous ces sentiments doivent être motivés. C'est pourquoi il aime, après coup, à reconstruire et à logiciser ses sentiments. Il essaye de donner un contenu à sa peur vide, à la meubler. Il lui fabrique, par conséquent, après coup, une matière. Si j'ai eu peur, c'est pour telle ou telle raison, car il est indigne d'un homme d'avoir peur sans raison. Car tout sentiment qui est infondé a quelque chose d'inquiétant. Ce besoin de motiver l'angoisse en peur correspond donc à ce besoin d'échange commutatif, de conservation et de continuation qui est si bien installé dans le cœur de l'homme. Les peurs empiriques trouvent donc leur matière dans la continuation de l'existence, et notamment dans ce qui forme le trafic, le va-et-vient des intérêts, des entreprises, des grandes et des petites affaires de l'intervalle. L'angoisse elle-même, quel objet a-t-elle? C'est un objet sans objet, et je crois qu'on ne peut pas lui trouver d'autre nom que l'instant. L'instant est le nom que nous donnerions à cet objet qui n'en est pas un, car qu'est-ce que c'est que l'instant? À la limite, sinon un intervalle réduit au minimum, mais bien plus court encore qu'un millionième de seconde, qui est encore une durée, qui est encore un intervalle. L'instant, c'est ce qui ne dure ni peu ni beaucoup, et ni peu ni prou, qui ne dure pas du tout, et qui pourtant, bien que ne durant pas, bien que étant zéro de durée, d'intervalle, n'est cependant pas un néant,
puisqu'il est justement l'instant. C'est, si je puis dire, l'existence réduite au pur et simple fait du surgissement, de l'apparition, de la fulguration, à telles enseignes que ce n'est pas quelque chose qui aurait lieu dans l'instant, vu que, puisque l'instant est presque rien, il n'y a pas de place en lui pour que quelque chose s'y produise, mais c'est l'arrivée elle-même. Ce n'est pas ce dans quoi quelque chose arrive, mais c'est l'arrivée elle-même. On ne pourrait donc le comparer qu'à l'étincelle, qui est à la fois surgissement, apparition et disparition, c'est ce qui s'éteint et ce qui s'allume en même temps. L'extinction et l'apparition étant séparées par un intervalle négligeable. C'est donc ce qui meurt en naissant. C'est pourquoi on pourrait dire qu'à la limite, c'est le tiers entre être et non-être, entre le quelque chose et le rien, plus rapide qu'un clignotement ou qu'un clin d'œil. C'est cette chose qui n'en est pas une, qui n'est pas une chose, qui n'est pas un être, mais qui n'est même pas quelque chose, et que j'appellerais plutôt que quelque chose, je ne sais quoi. Destio quid plutôt que aliquid. C'est cet inexistant, presque inexistant, mais pas tout à fait, cependant, qui serait la matière de l'angoisse, et qui passe, bien entendu, inaperçu de l'homme affairé, qui est un peu myope et qui n'a pas une vue assez subtile pour discerner cet objet sans existence. Là encore, on voit bien comment l'homme s'occupe avant tout de meubler et garnir ce vide de l'instant, de le distendre, d'en faire un intervalle, un petit peu boursouflé, afin que le sentiment qu'il éprouve à son endroit redevienne un sentiment honorable, raisonnable, motivé. Comme tous les sentiments honorables, il se doit de s'adresser à quelque chose qui existe vraiment. Comment l'homme peut-il être terrorisé par ce qui est la limite infinitésimale d'un laps de temps, qui n'est même pas un laps de temps, dans lequel il n'y a rien à narrer, rien à décrire, aucune prise pour l'explication, qui est littéralement inénarrable, en ce qu'on ne peut rien raconter en lui, indescriptible, car on ne peut décrire que ce qui a des parties, ce qui occupe un volume dans l'espace, ce qui a une morphologie, et enfin ineffable et indicible, puisque la limite, ça veut dire qu'on ne peut rien en dire, et qui est bien plus ponctuel encore qu'un point, qui est bien au-delà de la ponctualité d'un point, qui ne comporte ni avant ni après et aucune succession. Ainsi, l'instant n'est assurément pas une raison d'avoir peur. Ce n'est pas une raison de craindre, vu que les raisons doivent être avouables, et que littéralement, l'instant est quelque chose d'inavouable. Non en ce sens qu'il est honteux, mais en ce qu'il n'y a rien en lui à professer. Eh bien, nous retrouverions dans la durée des instants privilégiés qui forment aussi les matières privilégiées de l'angoisse, notamment l'instant initial et l'instant terminal. Les deux instants privilégiés qui sont l'objet de notre angoisse, sont d'abord l'instant du commencement. Initium, le début. Commencer est toujours un principe d'angoisse. Commencer est un grand mot, disait Jules Lequier dans la feuille de Charmille. Et la décision, le moment de se jeter à l'eau, le moment de commencer une chose nouvelle, est toujours une matière privilégiée de l'angoisse. Mais surtout, l'angoisse la plus caractéristique de toutes est celle qui s'attache à l'instant dernier, à l'instant ultime, qu'on me permettra d'appeler peut-être l'ultimité, et notamment celle de la mort, l'instant terminal. Lorsque l'homme veut conjurer l'angoisse, il tombe bien souvent dans le vertige. Car qu'est-ce que le vertige, sinon une sorte de précipitation de l'homme impatient qui, pour lever l'hypothèque de l'angoisse, se jette tête baissée au-devant de l'instant qui vient, afin de l'exorciser et de lever l'hypothèque de l'instant en instance. Ce qui explique pourquoi l'homme est, par rapport à l'instant angoissant, en état d'ambivalence passionnelle. Il le redoute et en même temps il est pressé de le faire arriver, comme un tireur novice, un peu effrayé par le coup qui va partir, et qui, pour lever l'hypothèque, enfin presse la détente n'importe comment et ferme les yeux pour que le coup parte et pour s'en débarrasser. Ainsi, le vertige est une sorte de précipitation de l'angoisse, et qui devient une tentation parce qu'il est destiné à conjurer l'hypothèque angoissante que l'instant en instance fait peser sur nous, et notamment l'instant initial. Entre l'instant initial et l'instant terminal, qui sont les deux instants fondamentaux, les plus grands objets d'angoisse de la durée, nous en trouverions d'autres dans la continuation elle-même, auxquels vous me permettrez peut-être de donner le nom de moment, puisque nous avons aussi en français les deux noms, l'instant étant réservé donc aux grands instants privilégiés, comme commencement et l'ultimité, le moment étant plutôt en cours de continuation, ces commencements moyens qui sont aussi des fins, ces fins relatives, qui sont également des commencements, et sur lesquels la continuation rebondit.
Et ce sont évidemment les objets les plus humbles, les plus quotidiens de l'angoisse, puisque tout le monde n'est pas condamné à mort, et tout le monde non plus n'a pas à prendre des initiatives tellement solennelles. Et cependant, ce sont ces moments qui, de temps en temps, rendent la continuation un peu passionnante, la font s'effiler, font battre le cœur un peu plus fort et un peu plus vite. Et nous voyons bien que dans tous ces moments, ce n'est ni l'avant ni l'après qui est l'objet de l'angoisse, car l'après est peut-être l'objet d'une peur lorsque l'état nouveau se sera installé en nous, et l'avant, alors, n'est pas du tout le danger lui-même, c'est plutôt le pendant qui est intermédiaire entre l'avant et l'après, et qui est l'objet presque inexistant de cette petite angoisse, de cette angoisse moyenne. Si l'angoisse était empiriquement motivée, on la dissiperait en réfutant ses raisons. Mais puisque ce qu'elle appréhende est l'instant ou le moment qui est sans durée, qui n'est rien, qui est comme rien, pas tout à fait rien, n'est-elle pas, à la lettre, irréfutable? Nous avons étudié les rapports de l'angoisse avec l'instant et montré que l'instant est la matière inexistante de l'angoisse. C'est ce que nous allons vérifier sur deux objets privilégiés, deux instants privilégiés en quelque sorte, qui sont d'une part la douleur et d'autre part la nouveauté en général. L'angoisse d'une douleur appréhendée, même lorsque cette douleur est attendue, car vous remarquerez d'abord qu'on peut être surpris par la chose du monde la mieux attendue, la plus attendue, la mieux prévue. L'angoisse, et ici nous allons le vérifier, pour la douleur, n'a pas pour matière le lendemain de la douleur, ni ses conséquences, ni l'état nouveau qui va s'organiser autour de la douleur. Car le malade, par exemple, peut éprouver chaque fois que la douleur, une fois qu'elle est installée, devient un régime, un nouveau régime, devient un palier, en quelque sorte, et n'est plus l'objet d'une angoisse particulière, une fois qu'elle est là. Pascal l'avait déjà remarqué pour la maladie. Lorsqu'on est bien portant, on se demande comment on pourrait supporter la maladie, ce que l'on fera quand on sera malade. Et puis, un beau jour, on tombe malade, et on fait comme tous les malades, c'est-à-dire qu'on a une vie de malade, avec des petites joies de malade, d'humbles plaisirs de malade, des espérances et des joies d'hôpital. L'homme s'arrondit à la mesure de sa détresse, s'installe dans sa misère, et connaît, dans l'état diminué où il se trouve, un nouveau palier, un nouvel intervalle. La douleur, lorsqu'elle est présente, n'est pas si terrible que cela. C'est avant qu'elle ne se déclare qu'elle est terrible. Et ainsi, l'angoisse n'a plus pour matière l'au-delà de la douleur. Mais naturellement, elle n'a pas non plus pour matière l'en-deçà de cette douleur. En réalité, elle signalise, pour ainsi dire, le passage de l'un à l'autre, de l'en-deçà à l'au-delà, du pas encore au déjà plus. Avant, il n'y a pas matière à angoisse, bien entendu, et après, il n'y a plus matière à angoisse. C'est pendant qu'il y a matière à angoisse. Un pendant qui d'ailleurs est vide, puisque, comme nous l'avons montré, l'instant n'est rien. Dans le seuil de l'un et de l'autre, il ne se passe rien. C'est ce qui fait à la fois le vide de l'angoisse et en même temps son évidence incontestable. D'une part, son absence de matière, d'autre part, sa si vive et si incontestable réalité. L'angoisse s'attache à l'instant qui est ensemble, nous l'avons vu, rien et quelque chose, qui est donc presque rien, qui est l'événement pur, à la limite. Après coup, lorsque l'étincelle s'est éteinte, tout est rentré dans l'ordre. Cet ordre fut-il un autre ordre, et a fortiori si l'ordre est un statu quo. Avant le fait, lorsque l'éclair ne s'est pas encore allumé, il n'advient absolument rien d'angoissant. Ce qui est donc angoissant, c'est la mue elle-même. La mutation qui est, si je puis dire, l'avènement de l'événement. L'événement en train d'advenir, cet en train de ne durant pas. Mais ce n'est pas l'ordre nouveau, une fois constitué, c'est plutôt le fait que cet ordre sera tout autre, le fait que cet ordre sera nouveau. Et j'insiste sur les mots, le fait que. Ainsi s'explique le caractère équivoque, contradictoire et fuyant de l'angoisse. D'une part, elle est inconsistante, en tout cas inévidente, puisque ce qu'elle redoute n'est justement absolument pas redoutable, n'ayant aucune épaisseur de durée, n'occupant aucun intervalle de temps. Ce qu'elle redoute, c'est la charnière de l'avant et de l'après. Mais d'autre part, l'angoisse est pourtant inambiguë et relativement évidente,
en ce qu'elle porte sur l'instant qui est tout ce qu'il y a de plus important. Car ce qu'on ne peut pas palper, toucher avec les mains, dessiner au tableau, apporter dans un flacon, décrire, raconter, ce quelque chose d'inexistant est pourtant le principe de tout ce qu'il y a d'important dans le monde. C'est ce qui fait devenir le devenir, marcher la conversion, aboutir la mutation et le changement, aboutir le passage à l'absolument autre. L'angoisse est donc l'appréhension infondée et immotivée et pourtant métaphysiquement trop bien motivée, si compréhensible, du changement fondamental, et notamment du changement si inquiétant que la douleur inaugure. Elle est l'appréhension de l'ordre inédit que la douleur va instituer, étant bien entendu qu'une fois que l'ordre sera institué, il ne sera pas plus angoissant qu'un autre, ce sera un ordre douloureux. C'est donc non pas la crainte d'une chose redoutée, de la chose redoutée elle-même, comme aurait dit Platon, Todd Haynon, mais c'est la crainte de l'article liminal du seuil de cette nouveauté. Et par exemple, ce que sans doute redoute le plus le malade avant l'opération, ce n'est pas l'après, au-delà de l'opération, c'est l'instant même, c'est probablement l'instant de la narcose, ou en tout cas c'est le moment où le bistouri va l'atteindre. Nous n'avons pas l'idée de ce que cette douleur sera. Nous ne savons pas ce qu'elle va inaugurer. Nous n'en imaginons pas la nature, l'odeur, l'effectivité, la qualité d'un mot que j'ai employé la dernière fois, le je ne sais quoi. Nous ne savons pas ce que ce sera, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais été opéré. Mais, comme nous l'avions dit également, puisque le presque rien de l'instant est proprement inavouable et quasi inexistant, nous allons prétexter pour nous-mêmes et pour les autres la crainte motivée de la douleur qui nous sert à rendre empirique une phobie qui elle-même est métempirique, métaphysique. Car personne ne voudrait avoir l'air de redouter ce qui n'est même pas quelque chose, ce qui est inexistant et qui est impalpable. Et en réalité, ce que l'homme redoute le plus, c'est l'initiation à la douleur, le baptême du nouvel ordre, finalement, que la douleur représente. Ce que je viens de dire sur l'initiation à la douleur, nous pourrions le redire plus généralement de la nouveauté, en général, qu'elle soit douloureuse ou pas, parce que la douleur en est un cas particulier, car la douleur en ce qu'elle a d'inouï, d'inédit, d'inconnu, la douleur est la nouveauté qui tranche le plus brutalement, de la manière la plus poignante, sur la continuation d'une vie normale. Mais il y a bien d'autres nouveautés que douloureuses. Mais ces nouveautés, peut-être, sont le principe d'angoisse moins poignante, mais pourtant, on retrouverait en elles l'élément d'angoisse. Et nous vérifierons ici aussi que ce que l'homme, le misonéiste, comme on dit, n'est-ce pas, l'homme qui a peur du nouveau, ce que le misonéiste redoute dans l'ordre nouveau, ce n'est pas vraiment l'ordre nouveau, le néon du misonéisme. Ce dont les misonéistes ont peur, ce n'est pas de la nouveauté elle-même lorsqu'elle sera installée, et c'est encore moins de ce qu'on pourrait appeler le renouvellement, qui consiste souvent simplement à revigorer l'antérieur, à le repeindre, à le rafistoler, comme par exemple quand on renouvelle des assemblées législatives. C'est pour mieux assurer la perpétuation de l'antérieur. C'est donc la continuation qui domine. Ce que redoute le misonéiste, c'est donc ni la nouveauté installé, après coup, le participe passé de la chose nouvelle, ce n'est pas non plus le renouvellement qui n'est qu'un replâtrage. Ce qu'il redoute, c'est le mystère de l'innovation. C'est l'innovation elle-même, ipsa, qui est l'objet, l'illusoire objet, l'inexistant objet, l'inconsistant objet, la chose fantasmatique du trac passionnant. C'est là le trac essentiellement. Le trac qui n'a pas d'objet a pour objet l'innovation qui n'est pas un objet. Je suis bien sûr que tous les misonéistes deviendraient, excusez-moi ce mot, néophiles, si on pouvait leur servir la nouveauté toute faite et toute prête, directement, sans passer par l'innovation. Tout le monde en voudrait. Tous les traditionalistes deviendraient novateurs si l'innovation pouvait leur être donnée directement. Par exemple, s'ils pouvaient s'endormir pour ne se réveiller que lorsque la nouvelle continuation sera instituée. Tout plutôt que de vivre l'inquiétant mystère de la métabole, du changement lui-même. Il vaut mieux fermer les yeux, comme le canonnier timide dont j'ai parlé précédemment et qui fait partir le coup pour la première fois. Nous avons montré que personne ne peut nous rassurer sur l'instant lui-même. On peut nous rassurer sur ses conséquences,
parce que les conséquences sont communes à tout le monde, sont de l'ordre du concept. On peut nous remontrer que ce que nous allons affronter est sans gravité, que d'autres l'ont affronté avant nous, et par conséquent réfuter ainsi notre peur. Mais ce dont personne ne peut nous dispenser, c'est d'affronter l'instant lui-même, qui est, lui, l'affaire privée de chacun. Et c'est justement dans cet instant que se concentre le je ne sais quoi d'inimaginable, d'inanticipable, si j'ose ainsi m'exprimer, d'incomparable, qu'aucun souvenir ne me permet de préimaginer, la nouveauté que chacun doit expérimenter par devers lui, et qui ressemble un peu à cette odeur de Venise dont parlait Marcel Proust, et que ne connaissent que ceux qui sont allés à Venise, et que ne connaîtront jamais les imaginations les plus puissantes qui ne font que se représenter Venise par des récits et par des cartes postales. Ainsi, il y a un résidu d'inexprimable dans l'avènement de la nouveauté, et c'est lui, nous l'avons montré, qui est l'objet de l'angoisse. Mais à ce compte, on pourrait montrer que c'est la durée en général, et ceci indépendamment des expériences si vives, des expériences hyperboliques, des plongeons dans le vide, des grandes douleurs. C'est cette durée moyenne qui est à sa manière une possibilité permanente d'angoisse, dans la mesure où la durée est un avènement continué d'avenir, c'est-à-dire une aventure, car vous remarquerez le participe futur de aventure qui désigne l'avenir en instance, l'avènement lui-même de l'avenir. L'instant, sur le moment, n'est rien du tout quand il est du présent, car dans le présent, l'instant s'écrase dans la continuation et devient un éternel maintenant. C'est l'instant un peu gluant qui est par exemple mon présent actuel. Les Grecs n'avaient guère connu que celui-là, puisqu'il n'y a pas de mot pour le désigner en grec et qu'Aristote appelle l'instant ton une, c'est-à-dire le maintenant. Et il n'en connaît pas d'autre. Que ce maintenant soit celui du forçat qui accomplit au bagne le temps de sa peine, ou celui du promeneur qui flâne sur les quais au printemps, dans les deux cas, il n'y a aucun principe d'angoisse dans un présent qui est coextensif à l'intervalle. Ce qui est donc objet d'angoisse, c'est l'instant en suspens. C'est l'instant en instance. Et par conséquent, c'est la possibilité. L'instant comme possible dans la mesure où il est l'énigme du sphinx. Du sphinx qui représente une potentialité à déchiffrer. Mais une durée normale, une continuation affairée, telle que celle de l'homme d'action normale, ne laisse ordinairement, Dieu merci, que peu de place à l'angoisse, vu que les possibilités retenues en avant de nous par le temps, par nos semblables, par les exigences de l'action ou de la profession ou du métier, sont en général très prévisibles et par conséquent médiocres, Dieu merci, et inintéressantes. Et l'aiguille qui tourne sur l'horloge actualise ces possibilités immanquablement, l'une après l'autre, et par une présentification, si je puis dire, exclusive de tout imprévu. À tout moment, le futur, le possible, devient présent par présentification, et c'est cela, devenir. Devenir, c'est littéralement faire survenir ou faire advenir l'avenir, sans réserver en potentialité véritablement l'énigme de l'aventure, l'énigme de ce futur passionnant qui fait battre le cœur et qui est l'aventure. La marge d'aventure est d'autant plus restreinte que la futurition de ce futur est plus automatique. La futurition qui est d'une présentification continuée, et qui est le temps lui-même, l'opération par laquelle l'avenir devient présent, et qui fait, et ceci à toute minute, et ceci à toute seconde, qui fait demain devenir aujourd'hui, plus tard devenir maintenant. Et cette futurition est une sorte d'hécatombe. Une hécatombe de possibilités innombrables, massacrées l'une après l'autre englouties dans l'infini magasin aux accessoires, dans le grand magasin d'antiquité du prétérite, du passé, où elles vont rejoindre nos illusions perdues, nos défunts rendez-vous, nos folles terreurs, nos folles espérances, comme dans un vieil agenda, dans lequel le possible est devenu une date ridicule dont on se demande pourquoi elle nous occupait tellement sur le moment, pourquoi elle nous passionnait. C'est aussi cela l'altération, n'est-ce pas? L'altération, c'est-à-dire le passage du même à l'autre. L'altération qui fait que le même devient un autre, fait par la même que l'autre devient le même. C'est-à-dire que l'autre devient mon présent. Et par conséquent, se banalise. Et l'altération, en ce sens, conjure le charme angoissant de l'altérité.
diminue les causes d'altérité. Tout se passe comme si l'altération était une sorte de coulée continue qui escamote, en quelque sorte, l'affolante soudaineté, et qui résorbe ainsi l'instant dans la transformation graduelle, le digère, le fait disparaître. L'instant se résorbe. Ainsi, l'angoisse est au futur, un futur prochain, un futur lointain, mais futur de l'instant, et la futurition, qui est l'acte par lequel le futur devient présent, lève à tout moment l'hypothèque de l'angoisse. Par conséquent, alors même que je serai de tempérament angoissé, le temps est là pour me désangoisser, si je puis dire, pour faire disparaître l'angoisse, parce que au fur et à mesure que les aiguilles tournent et que les possibles s'usent, se consument, les raisons d'angoisse disparaissent. Et l'ennui achève de me désenvoûter. L'ennui est le contraire de l'angoisse. Et je ne dirais pas que c'est un remède, parce que c'est un mauvais remède, c'est comme se guérir d'une maladie par une autre maladie. L'angoisse, c'est une maladie qui fait saillir les instants, qui les rend trop passionnants et qui me consume par leur ferveur. L'ennui, c'est le contraire. L'ennui digère, fait disparaître les instants. L'ennui est un nivellement d'instants. Dans une vie ennuyeuse, il n'y a plus d'instants du tout. Il n'y a plus qu'une continuation morne, un intervalle sans instant, invertébré, sans charpente, sans musculature, complètement mou. Et c'est une autre forme d'une autre maladie. Ainsi, le temps lui-même, aidé par l'ennui, qui est le mal du défaut d'instant, défait ce que fait le temps, c'est-à-dire défait le travail de l'angoisse. Le temps défait lui-même ce qui le constitue et ce qui le rend passionnant, en digérant les instants. Toutefois, dans cette durée naturellement assez ennuyeuse et qui n'a rien de commun avec l'angoisse, chez la plupart des humbles hommes occupés par leur profession ou par leur métier, il existe quand même, en pleine continuation, des possibilités d'aventure, des possibilités aventureuses qui font renaître à tout moment l'angoisse, à tout moment nivelée par l'ennui. Tels sont notamment, en dehors des voyages aux Indes occidentales, n'est-ce pas, et des explorations des souterrains et des cimes des montagnes, il y a, pour celui qui reste à sa place, des possibilités d'aventure dans les volontés imprévisibles de nos semblables, de ceux qui nous entourent, et qui retiennent des possibles en virtualité. Parce que la volonté d'un autre, ce n'est pas impossible comme les autres. En effet, l'autre est libre. Et la liberté de l'autre, que nous savons toujours un peu capricieuse et imprévisible, est pour nous un objet d'angoisse sans cesse renouvelé. Car elle représente, malgré tout, quel que soit l'autre, une possibilité de réaction toujours capricieuse, souvent gratuite et arbitraire, qui suspend d'instant en instant, au-dessus de notre angoisse, l'épée de Damoclès de l'énigme, l'épée de Damoclès du choix arbitraire, si prévisible que soit quelqu'un, un autre que nous ne savons jamais de science certaine comment il réagira dans telle circonstance donnée, quand je vais lui demander quelque chose, quand je vais lui révéler ou lui annoncer quelque chose. Malgré tout ce que je sais de son passé et les possibilités de sa réaction, il reste un je ne sais quoi, comme l'odeur de Venise, dont je parlais tout à l'heure, pour ceux qui y sont allés, comme le froid du bistouri pour ceux qui l'ont éprouvé. Il reste donc quelque chose d'inexprimable qui est inhérent à mon rapport avec lui, et qui rend mon rapport avec l'autre si prévisible que cet autre, toujours à quelque degré passionnel. C'est pourquoi un contact nouveau, avec une personne nouvelle, quelle qu'elle soit, implique toujours un élément d'angoisse. Pour qui va au fond des choses? Naturellement, on n'a pas le temps d'être angoissé, quelquefois ces rapports sont bien banals. Mais enfin, si je voulais approfondir jusqu'au bout le commerce, le rapport que je veux avoir avec cet inconnu, même dans des circonstances professionnelles définies, je pourrais trouver un petit élément d'angoisse, une très humble, très élémentaire aventure, qui n'est pas si grande que celle de celui qui veut monter à l'Everest ou qui fait la guerre, mais une aventure quand même. Nous étudierons les rapports de l'angoisse avec la mort et avec la joie.
Nous mettions la dernière fois en lumière le massacre des possibles qui, par l'effet du temps et minute après minute, amenuise le champ du virtuel, cette espèce d'hécatombe qui restreint le champ de la potentialité. Ce rabougrissement de la peau de chagrin, ce recroquevillement, si je puis dire, c'est cela, vieillir. Il n'y a qu'une seule possibilité qui survive jusqu'à la fin à l'actualisation des possibles par la sénescence. Il n'y a qu'un seul futur qui reste toujours futur et ne devient jamais passé. Il n'y a qu'un seul instant, en un mot, qui est toujours en instance et qui donc est l'instant par excellence. Cet instant du futur toujours futur, c'est l'instant de la mort. C'est l'article mortel, qui est le seul instant ultérieur qui ne sera jamais supérieur, du moins pour l'intéressé. Le seul au-delà qui ne sera jamais en deçà, sauf pour les témoins, ce qui n'est pas la même chose. Et par conséquent aussi, l'hypothèque de la mort est la seule qui ne sera jamais levée, du moins pour moi, pour celui qui parle, pour l'intéressé lui-même. Voilà sans doute pourquoi l'angoisse de mourir est l'angoisse par excellence. L'angoisse des angoisses est celle dont toutes les autres sont les miniatures, les prodromes, les vignettes, si on peut ainsi s'exprimer. Nous pourrions donc distinguer des angoisses minuscules, qui sont celles dont nous avons parlé jusqu'à présent, l'angoisse majuscule, qui, elle, se rapporte à l'instant ultime, à la grande fin, à ce que j'appelais dans une causerie antérieure l'ultimité. L'instant ultime, c'est-à-dire l'instant absolument dernier, non point relativement dernier, mais absolument dernier, le seul en effet qui soit en même temps à la fois initiation et terminaison, du même coup, puisqu'il est le seul qui ne comporte aucun après, aucun au-delà, puisqu'il désigne une possibilité absolument terminale et qui ne sera jamais connue que comme possible. L'homme vivant, enfin l'homme intéressé, le sujet pour celui qui parle, ne connaîtra jamais la mort qu'à titre de possibilité, puisque lorsqu'elle est actuelle, il n'est plus là pour en parler, ni pour philosopher sur elle. Et par conséquent aussi, les consolations, bonnes paroles, euphémismes, les dragées, les excellents conseils relatifs à l'au-delà, à l'après, sont particulièrement dérisoires, ridicules et inopérants lorsqu'il s'agit de l'instant ultime. D'autre part, la mutation soudaine que représente l'article mortel, l'article létal, est particulièrement hyperbolique, puisqu'elle n'est pas, comme les mutations empiriques que nous connaissons, en général, mutation de quelque chose à quelque chose d'autre, mais elle est mutation de quelque chose à rien du tout. Peut-on encore appeler cela une mutation ? Toutes les mutations que nous connaissons se définissent par rapport à quelque chose qui ne change pas, par rapport au même, mais que dire d'une mutation qui est un changement du tout au tout, qui affecte à la fois le sujet, la forme et la matière, et qui nous conduit non pas de quelque chose à un autre, mais de quelque chose au néant. Cette mutation, si c'en est une, voilà décidément le saut mortel, c'est bien le cas de le dire, que chacun doit accomplir tout seul, par devers soi et quant à soi, que personne ne peut faire à ma place. L'angoisse est le désarroi produit dans l'homme par l'instant. L'instant qui suspend la continuation douillette, qui ne demande qu'à se perpétuer. Et par conséquent, l'angoisse n'est pas le désespoir, mais elle est plutôt l'appréhension du désespoir, lequel n'est jamais là. Et il est bien vrai que l'angoisse est, si peur il y a, une peur inconsistante et fantasmatique, puisque par définition même, il est vrai de dire qu'il n'y a littéralement jamais rien à craindre, ni avant ni après. Avant, parce que le danger n'est pas là, et après, parce que quand le danger est là, je me suis arrondi à l'intérieur de ce danger, et c'est une vie nouvelle que je mène. L'angoisse de l'instant est donc inconsistante. Et pourtant, l'instant, qui est l'objet de cette angoisse, n'est pas inexistant. L'angoisse est inconsistante, mais l'instant angoissant n'est pas inexistant, car il est le zéro de durée qui propulse la durée, la pulsion qui propulse, la motion qui fait advenir les moments et qui fait aboutir le changement. L'instant n'est pas inexistant, il est plutôt presque existant, ou, ce qui revient d'ailleurs au même, il est super existant, plus qu'existant, en tout cas autre chose qu'existant. Ce quelque chose qui n'est rien, c'est ce que nous avons appelé le je ne sais quoi. L'instant est donc quelque chose de relativement existant. Mais pourquoi faut-il qu'il nous fasse peur? Pourquoi serait-il un principe d'angoisse? Au fond,
L'angoisse que provoque en nous l'instant, la panique de l'instant, trahit l'inadaptation foncière de l'homme, créature d'intervalle et de continuation, à l'effilement vertigineux et subtilissime de l'instant. L'homme de l'intervalle, c'est-à-dire la créature médiocre de l'entre-deux que nous sommes tous, n'est pas fait pour l'instant, mais il est fait pour s'allonger sur le divan de la continuation, de l'imitation et de la répétition. Il est fait pour les habitudes qui le dorlotent, les petits trafics et les grandes affaires qu'il reconduit si soigneusement de jour en jour et qui le prépare si mal à s'élever sur la cime impalpable du presque rien. Ceci nous conduit peut-être à entrevoir un remède à l'angoisse qui serait dans le problème lui-même et qu'on pourrait dédier à ceux que nous appelions, dans la première causerie, les stylographes angoissés, enfin à tous ces personnages qui sont peut-être moins anxieux qu'ils n'en ont l'air, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un simple babillage littéraire ou d'une galéjade. Ce remède, nous le trouverions dans l'intuition et dans le courage. L'homme de la continuation n'est pas adapté à l'effilement du presque rien, que j'appelais l'instant, et c'est pourquoi il est anxieux. L'intuition, qui est la tangence de l'homme avec l'intangible. La pointe de l'âme, confondue avec le point de l'instant, la finesse de l'esprit coïncidant avec la finesse de la mue instantanée. L'intuition, peut-être, rendrait à l'homme une espèce de fraternité avec l'objet de sa terreur, le réconcilierait avec cette terreur. L'intuition est, dans l'ordre gnostique, ce que le courage serait dans l'ordre drastique, qui est justement le courage d'affronter l'instant, pour celui qui cesse d'être anxieux pour des riens. L'homme réconcilié avec l'instant par l'intuition et par le courage. C'était peut-être l'habitude de la chose. Je veux dire, l'habitude de ne considérer comme existant que ce qui est chose massive et consistante, qui a une morphologie optique, qui a des dimensions, et qu'on peut palper, décrire, raconter. C'était, dis-je, l'habitude de la chose, res, et par suite, l'étonnement de ne pas reconnaître une chose dans la motion ou dans la pulsion infinitésimale. C'était cette habitude et c'était cet étonnement qui affolait l'être d'intervalle et l'emplissait d'angoisse. L'homme était anxieux parce qu'il ne pouvait pas considérer que quelque chose existe à moins d'être une chose. L'homme, par la philosophie, reconnaît qu'il faut devenir soi-même un peu instant pour comprendre l'instant. De même que, pour les mystiques, il faut être pur soi-même pour comprendre les choses pures. Être pur pour aller au pur. Être instant pour comprendre et pour penser l'instant. C'est là l'œuvre même de l'intuition. L'intuition, c'est l'homme devenu lui-même instant, effilé comme l'instant, et comprenant par là même l'efficacité de la seule chose qui soit absolument vraie, efficace et importante en ce monde. Ce qui fait advenir, le principe de la motion. La philosophie, en nous convertissant au presque rien, en nous permettant de comprendre que ce qui existe le plus est ce qui ne le paraît pas, et ce qui n'est rien, change notre terreur en courage, et notre angoisse en joie. La philosophie est donc principe de joie. Et même cette méditation de la mort, dont parlait le Phédon, et qui serait pour nous la méditation de l'article létal, deviendrait en réalité une méditation de la joie, c'est-à-dire une méditation de notre mystère surnaturel dont cette joie est le signe. Et en cela, du moins, pour cette fois du moins, Épicure aurait dit le mot qu'il fallait. La philosophie et la joie sont filles du même instant. C'était Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne. Aujourd'hui, l'angoisse. Cours de l'Université radiophonique internationale, extrait, enregistré en avril 1953.